Bonsoir à tous. Je vous dis quand même que ce soir, autour de cette table, Alain Sanders, Bernard Anthony. Bonsoir. Le bruit venait du feuilletage de National Hebdo. Ouais, c'est quand même un bon bruit. Allons. Et une musique. Victoria. Voilà. Donc ce soir, nous allons faire l'émission avec Alain Sanders, Bernard Anthony et Victoria. Et moi-même. Je dois dire que je m'amuse beaucoup. Moi, je ne suis pas déçu du tout par l'actualité, parce que franchement, d'apprendre par la presse, par un hebdomadaire, dont je ne citerai pas le nom par pure malice, que M. Charles Hernu, ministre de la Défense, était un agent soviétique, ça, c'est quand même... on s'ennuie pas dans ce pays. Et... j'ai une amie, enfin nous avons à la maison une amie étrangère, et quand elle a appris ça hier soir, elle était quand même très très ébranlée. Elle s'est demandé si la France était un pays bien sérieux. Hein. Voilà, donc le ministre de la Défense en France a été, entre 1981 et 1985, le ministère de la Défense en France a été occupé par un agent soviétique qui s'appelait Charles Hernu, qui était en plus un haut dignitaire maçonnique, qui était vice-président de la LICRA, et qui était considéré comme un personnage tout à fait recommandable, sérieux, enfin sérieux peut-être pas quand même, n'exagérons pas, mais enfin un bon Français. Voilà. On a appris que c'était... il était fils de gendarme, comme toi. Enfin, ça veut quand même pas dire que tous les fils de gendarmes sont des... Non, mais à partir d'un certain grade, il y a beaucoup de francs-maçons. À partir d'un certain grade. C'est sûr. Je l'ai déjà dit, d'ailleurs, ça m'a déjà valu un rectificatif d'un officier supérieur de gendarmerie. Qui n'était pas, lui. J'avais été un peu violent, j'avais dit que tous les officiers supérieurs de la gendarmerie sont francs-maçons. Et alors non, c'est pas mon propos n'est pas contre la gendarmerie, mais c'est parce qu'on campe des personnages comme ça, qui vont à la messe de 11h quelquefois, et puis voilà, on dit, vous voyez, s'ils sortent du peuple, ils sont parfaitement crédibles. Voilà pour Hernu. Enfin, Hernu n'allait pas beaucoup à la messe de 11h, il allait plutôt à la tenue de 11h du soir, ou de 8h du soir. Mais, bon, l'histoire d'Hernu, d'abord, c'était une ordure, il faut dire les choses aussi clairement que ça, parce que il ne trahissait pas pour des motifs nobles. Parce qu'on peut imaginer qu'un homme soit épris du régime soviétique, soit un communiste, et il se met au service du peuple, hein, de la dictature du prolétariat, et donc il est espion pour détruire un régime qu'il exècre, qui est un régime libéral capitaliste, social-démocrate. Ça, on peut l'imaginer. On le fusille, mais avec les honneurs. Tandis que Hernu, c'était uniquement pour le fric. Pour le fric, premièrement, et deuxièmement, pour cacher la vérité sur son passé. Parce que ça, si vous me faites l'honneur de lire le livre journal qui paraît demain, vous découvrirez que... Enfin, vous découvrirez... Je veux dire son passé sous l'occupation. Son passé sous l'occupation. Oui, ce que personne n'a dit jusqu'à présent. Alors, je raconte assez brièvement, mais assez complètement quand même, le passé dernier sous l'occupation. Il faut rappeler qu'il était... il était au secrétariat d'État à l'information, dont le patron était M. Paul Marion, qui était un déatiste, et lui-même, Hernu, avait adhéré au Rassemblement national populaire de Marcel Déat, et il occupait des fonctions très importantes, enfin très importantes, pas très importantes, mais des fonctions intéressantes. Vu son âge pas très important, oui, mais intéressant. Il était très fortement militant, et il était si militant qu'on l'avait envoyé dans l'Isère, qui était un des départements les plus durs au point de vue de la résistance, et il était chargé de la propagande en milieu ouvrier, la propagande ouvrière. Ensuite, donc, il a été arrêté. En 1944, oui. Il a été arrêté et libéré sur intervention de sa maîtresse, qui était communiste. Qui était une militante communiste. Qui d'ailleurs se rapprochera des communistes à cette époque-là. Elle sera tuée dans des circonstances plus que troubles. Et il lui fera accuser un militant du PPF de cet assassinat, dont on n'a jamais su. Et il deviendra ensuite membre du Front National communiste de l'époque. Oui, absolument, il est membre du Front National. Et rédacteur en chef du Patriote résistant ou un truc comme ça, et ça sera un féroce épurateur. Et alors c'est ça, donc c'est à ce moment-là que les communistes ont fait main basse sur lui, avec la technique classique
des communistes, qui consiste à prendre des gens corrompus, pourris, compromis, qui ont besoin d'argent, pour les faire chanter et les tenir. Et donc ça a été le cas. Il a été embauché par les services spéciaux et il a fait la carrière qu'on sait. Alors deux choses. D'abord, on nous dit, même l'hebdomadaire qui révèle l'information dit, avant d'être ministre de la Défense, François Mitterrand était un agent de l'Est. Alors ça voudrait dire, François Mitterrand, Charles Hermé était un agent de l'Est. Alors ça voudrait dire, en somme, que le jour où il est devenu ministre, il a téléphoné à son officier traitant en lui disant, cher ami, je pense que vous comprendrez que maintenant que je suis ministre de la Défense, j'arrête. Hein, je ne peux pas continuer, vous comprenez, j'ai des responsabilités importantes, je suis maintenant obligé d'être quand même un patriote sérieux, etc. C'est se foutre du monde. Oui. Agent soviétique un jour, agent soviétique toujours. Bien sûr. Parce que justement... Et a fortiori quand tu montes en grade. Et a fortiori. Alors ce qui m'a fait rire dans le même ordre d'idée, mais ça me fait froid dans le dos, c'est la déclaration d'Yves Bonnet, qui était chef de la DST à la même époque, et qui dit non, moi je trouvais, non, je m'en suis jamais aperçu. Voilà. Alors on comprend beaucoup de choses. Non, mais c'est plutôt rassurant ça, parce que je rappelle qui est Yves Bonnet. Il était effectivement à l'époque directeur de la DST. Et alors il a dit, j'ai entendu son interview sur une radio, il a dit non, moi je crois pas à ça parce que je me souviens que le ministre était violemment anticommuniste. Parce que lui fait partie de ces crétins, il n'y a pas d'autre mot, qui pensent réellement qu'un agent soviétique, comme la Poste. Voilà, hein, le couteau entre les dents, et il tient des discours marxistes du matin au soir. Non, monsieur le préfet, quand vous pensez que la direction de la DST a été confiée à un type comme ça, c'est renversant. Pendant 5 ans, la DST, c'est-à-dire la sécurité du territoire, a été placée sous la direction d'un monsieur qui croit qu'un espion communiste a une faucée et marteau, et un marteau tatoué sur le front. C'est invraisemblable. Et maintenant, il nous dit que c'est pas vrai. Mais il y a pire. Il y a pire, oui, il y a pire. Il y a Fournet, qui est le type qui est allé voir Mitterrand avec un dossier, et qui a dit à Mitterrand, voilà, votre ministre, monsieur le président de la République, en 92, il est allé voir Mitterrand, et il lui a dit, maintenant on a la preuve, qui nous a été livrée par les services spéciaux soviétiques, enfin russes plus exactement, on a la preuve que monsieur Ernu, votre ministre de la Défense, votre ami Ernu, était un espion rouge. Voilà les preuves. Et Mitterrand lui dit, évidemment c'est très embêtant, mais c'est un secret d'État, puisque de toute façon Ernu étant mort, on enterre tout. Et maintenant Fournet vient dire, je ne suis pas certain de l'authenticité de cette affaire. Ce qui veut dire que M. Fournet essaye de nous fourrer dans le crâne, de nous enfourner dans la tête, l'idée qu'il aurait pu, en 92, aller voir le président de la République pour dénoncer comme agent soviétique un de ses plus proches amis, sans être sûr de l'authenticité du dossier. M. Fournet, il ne faudrait quand même pas nous prendre que pour des imbéciles, comme M. Bonnet, il ne faudrait pas nous prendre que pour des imbéciles. Et j'ai entendu M. Mexando, je sais pourquoi Mexando. Alors là, je veux dire que si on veut choisir, évidemment, le plus emblématique des ministres socialistes, il y a dans la crapulerie, il y en a d'autres, mais dans l'intelligence... la joannesque. Oui, il y a Mexando, évidemment, il est parfait, Mexando. Alors, on est allé le voir, on lui a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, non, j'en crois pas un mot. Je crois pas, lui. Manque de chance. En fait, ce qui se passe, on voit très bien... On apprend d'autre part que M. Pasqua était au courant, que M. Balladur était au courant, donc que M. Chirac était au courant, que tous ces gens-là savaient que le ministre de la Défense de M. Mitterrand avait été un agent soviétique. Et ils le savaient en 92, c'est-à-dire au moment de la cohabitation. Mais c'est pas de la cohabitation, c'est de la complicité, c'est tout à fait différent. Car à l'époque, vous vous rendez compte du parti politique, qu'on pouvait tirer de la révélation que le président de la République avait choisi pour ministre de la Défense un traître. Ça aurait fait voler en éclats le socialisme pour 1000 ans. Eh bien, M. Chirac n'a pas voulu le faire, M. Balladur n'a pas voulu le faire, M. Pasqua n'a pas voulu le faire. Ces gens-là ont respecté un secret d'État qui était destiné à quoi? À protéger la mafia socialiste, qui aurait été détruite en quelque sorte, ou en tout cas très fortement atteinte, par la révélation qu'un de ces caïds était un traître. Pasqua, Balladur et Chirac, et bien d'autres, ont gardé le silence. Ils sont donc complices dans cette histoire. Et on voit bien cette société de connivence entre ce pouvoir prétendument de droite et le pouvoir réel de gauche. Cette connivence qui se réalise aujourd'hui, alors qui à l'époque se réalisait dans les couloirs, on se fait des petites combines dans les couloirs du Parlement, cher ami, vous en êtes un autre, etc., et qui se réalise maintenant ouvertement. On l'a vu à Marseille, par exemple, où M. Gaudin a donné l'ordre
de voter pour le candidat communiste. Mais on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi ces gens-là ont cette attitude. Et je m'adresse là à tous les auditeurs de cette émission qui, chaque fois, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns, téléphonent au moment des élections en disant c'est le Front National qui fait passer les socialistes. Et bien voilà, c'est une sottise, je l'ai toujours dit, c'est une sottise monstrueuse, mais là vous avez la preuve que vous dites des sottises quand vous dites ça. Le Front National défend des idées qui sont des idées nationales, contre toute la camarilla, toutes les mafias politiciennes, tous ces pourris et ces traîtres dont vous avez aujourd'hui le spectacle de la connivence, la preuve de la connivence et de la complicité. C'est pour ça que cette histoire est aussi formidablement exemplaire. Et il faut savoir une chose, c'est que on est, premièrement, le rôle d'Ernu maintenant va être évidemment considérablement réduit. Mais la réalité, je rappelle que Ernu est rentré en politique il est rentré au Parti radical socialiste de M. Mendès France en 54, c'est-à-dire à l'époque où Mendès France était président du Conseil. Il est rentré en 53 en politique. 53, oui, il est rentré chez Mendès en tout à fait au fin 53, début 54. Il est élu en 56, Front républicain. Après, mais il était déjà dans l'entourage de Mendès, direct, et il travaillait avec Mendès. Or, 54, c'est l'époque où Mendès était à Genève pour négocier, dans des conditions d'ailleurs écœurantes, la paix avec le Viet Minh. C'est-à-dire faire une action qui est au service de l'Union soviétique, objectivement. Et c'est en 54, en août 54, que Mendès va faire avorter la communauté européenne de défense que les soviétiques voulaient faire avorter. Donc il a torpillé, il a encore une fois exécuté une action qui était une action au service, qui objectivement rendait service aux soviétiques. Et c'est la même époque où M. Pack, Georges Pack, l'espion Georges Pack, l'homme qui va briser les relations, qui va en quelque sorte, l'homme dont l'action va obliger la France à quitter l'OTAN quelques années plus tard, va aboutir à ce que la France va quitter l'OTAN, eh bien M. Georges Pack est au cabinet de Mendès France. Donc dans le cabinet de Mendès France à l'époque, il y a Georges Pack, il y a Ernu. Il y a Mendès lui-même. Oui, mais enfin, Mendès, on n'a pas encore de preuves. Il est au moins sous influence. Évidemment, là, on voit bien qui sont les gens qui le font. Il est au moins sous influence, puisque Khrouchtchev dira « Jamais nous n'aurions imaginé que la France puisse reculer comme cela jusqu'au 17e parallèle. Ouais. Khrouchtchev ne comprend pas, lui-même... Enfin, il fait semblant de ne pas comprendre. Il fait semblant de ne pas comprendre. Et on a Ernu étant lui-même membre du mouvement de la paix, qui est très actif dans ce domaine-là. Alors il y a une auditrice qui nous dit, il y a des années que je savais que Charles Ernu était un agent du KGB, comme je sais que monsieur, alors là je ne peux pas lire le nom, on risque de tomber sur le coup de la est aussi actuellement un agent du KGB, mais ajoute-t-elle, peut-être n'est-ce pas le moment de le révéler. Effectivement, on ne sait pas dans cette émission qu'on va le faire, parce que c'est une question de moyens financiers, si vous voulez, là, vous voyez, on n'a pas des millions. Faut bien dire. On n'a pas des millions. Attendons que les archives sortent. Si j'avais des millions, je dirais, mais qui est le ministre qui appartient au KGB? Mais j'ai pas des millions. Donc je ferme mon four. Alors, pour en finir avec ce sujet, qui paraît ennuyer énormément Bernard Anthony, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas l'air, mon cher Bernard. Non, il est... Pour en finir, je disais qu'on va tenter de réduire le rôle réel d'Ernu, qui à mon avis a été tout à fait considérable, et on finira bien par s'en apercevoir. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les tentatives de Fournet, Bonnet, Mexando, Enco, de jeter le discrédit ou de jeter le doute sur cette affaire, sont voués à l'échec. Premièrement, parce qu'il faut bien reconnaître que les deux journalistes qui ont publié, allez, je vais quand même donner le nom, parce qu'ils ont fait un beau travail, c'est dans l'Express, et c'est Jean-Marie Ponto et l'autre dont le nom m'échappe. C'est Jérôme Dupuis. On trouvera un très bon résumé dans le journal présent d'aujourd'hui. Alain Sanders a quelques scrupules à se citer lui-même, mais il y a un article synthétique qui, je pense... En l'occurrence, je conseille de regarder dans l'Express, parce que ils ont fait un travail très sérieux, très sérieux. Voilà. On peut emprunter je reprocherai le titre de une, Charles Ernu, agent de l'Est, c'est un peu frileux. Ça n'était pas un agent d'un des 4 points cardinaux, c'est un agent communiste. Il faudrait dire, ou soviétique, il faut dire les choses. Voilà, c'est tout. Mais à part ça, ça semble pas de M. Plot.
Voilà, comme le papa Comme monsieur Pierre Cotte. Comme monsieur Pierre Cotte, comme monsieur Jean Boulin, comme monsieur André Labarthe. Ce qu'il faut dire aussi, je crois, Serge, c'est que je crois qu'il y a eu les soviétiques, les services soviétiques misaient sur des jeunes hommes prometteurs ou sur lesquels on pouvait avoir des moyens de pression. Combien il y en a eu? 400, 4000, 40 000, on ne le sait pas. Tous n'ont peut-être pas eu le cursus prometteur et glorieux d'Ernu. Mais est-ce qu'il n'en reste pas d'autres? Ça m'étonnerait que les soviétiques se soient arrêtés à ce jeune Ernu. Alors, voilà. Justement, j'allais dire, d'une part, que les tentatives de jeter le doute courent à l'échec, puisque l'ADST a effectué une enquête d'où il ressort qu'il y a une certitude du bien fondé de cette accusation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, il est certain que M. Ernu était un agent du KGB, et d'autre part, on sait que Balladur, quand il était Premier ministre, et alors que Juppé était ministre des Affaires étrangères, a reçu de la part des services britanniques qui avaient obtenu cette information, eux, des services de l'Est, la liste de 300 diplomates et fonctionnaires du Quai d'Orsay qui étaient au service du KGB. Ça, si vous vous rendez compte, 300 diplomates et fonctionnaires du Quai d'Orsay. Alors, je ne sais pas combien il y a de diplomates et de fonctionnaires au Quai d'Orsay, mais il ne doit pas y en avoir 12 000. Il faut rappeler que c'est Alexandre de Maranche qui déclarait lui-même, le chef le plus sérieux que l'on ait eu de notre contre-espionnage, qu'il y avait 50%, c'est Alexandre de Maranche, 50% du personnel du Quai d'Orsay qui était infiltré. Enfin, qui était constitué d'infiltrés, pardon. Voilà. Alors, il faut rappeler, on a cité Georges Pack, mais il faut rappeler que, j'insiste, d'autres personnalités de très haut niveau ont été convaincues d'avoir été des agents. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ça ne sort qu'au compte-gouttes, parce qu'effectivement, ces archives du KGB sont, à l'évidence, négociées par des gens qui ont besoin de sous. Donc, ils ne vont pas donner les 300 noms en question ou les 4000 tout de suite. Ils donnent quelques gros poissons pour appâter le truc, et on aura d'autres surprises. Attendez-vous à apprendre, comme disait Tabouy. Oui. Oui, alors un auditeur nous dit, il y a un sujet dont vous ne parlez pas à propos de cette affaire, et pourtant c'est l'affaire de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Et c'est vrai que il dit à qui profite le crime. Bon, mais on pourra développer ça. On n'a pas le temps, mais même dans l'affaire Greenpeace, on pourrait dire certains trucs. Mais enfin bon, il y a beaucoup de sujets là-dessus. En 92, on vous dit, en 92, c'était pas encore la. À quel moment Charles Ernu, Serge, est-il au mouvement de la paix? Il crée lui-même d'ailleurs un organisme maçonnique qui s'appelle la Fraternelle des Amis de la Paix, des partisans de la Paix. Il l'a créé à Vienne. Voilà. Et l'appel de Stockholm, en quelle année? Dans les années 50 aussi. Et qui diffuse l'appel de Stockholm à cette époque-là? C'est Chirac. Peut-être Ernu était le chef de cellule de Chirac. On peut rappeler qu'il a commencé au Grand Orient, qu'ensuite il a été membre de la loge Tolérance et Fidélité, de la Grande Loge de France. Il a créé ensuite la loge Foi et Politique, et en 85, à Vienne, il crée ce que tu venais de rappeler à l'instant, la Fraternelle maçonnique des partisans de la paix. Ce qu'il faut savoir également, c'est que au Grand Orient de France, il appartenait à un atelier qui s'appelait Locarno 28. Il y a deux ateliers Locarno au Grand Orient, Locarno 28 et je crois Locarno 78 ou 76, je ne sais pas quoi. Étrange de Locarno, hein. Oui. Ouais. Et Locarno, c'est le fameux traité de Locarno, le traité maçonnique par excellence, et qui est célébré par les francs-maçons, au point, je vous dis, qu'il y a deux ateliers qui portent ce nom. Voilà, alors, je suis certain qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire, mais elle me paraît extraordinairement révélatrice de la pourriture totale de cette classe politique, et je dis bien pas seulement des socialistes, parce que là, il y a la complicité dans le silence, et puis on attend, moi j'attends avec impatience que d'autres noms nous soient livrés, qui ne seront pas forcément des noms socialistes, comme la dame tout à l'heure, oui. Et je pense par exemple qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout socialiste, c'était le préfet Picard, qui n'était pas du tout un militant socialiste, et qui était bel et bien un agent soviétique. Et ça se comprend. Je dirais que l'agent soviétique intelligent
ne va pas recruter à la limite chez un communiste, parce qu'il n'en a même pas besoin. Il fait déjà un travail de sape. Et il le recrute chez un type qui est classé à droite, bien sûr. Alors, une auditrice nous dit aujourd'hui sur France Info, on a dit que Charles Hernu était franc-maçon catholique, ça doit être une nouvelle loge. Oui, mais c'est pour ça, je disais tout à l'heure, il jouait tout de même, je reviens sur mon propos, il jouait les fils des gendarmes patriotes et catholiques, ne l'oublions pas, mais parce qu'il était un agent intelligent, encore une fois. Hernu n'était pas minable et se paraît donc de ce côté patriotard, finalement, et il en est d'autres comme lui. Alors, une auditrice nous dit, je voudrais aussi qu'on parle des agents communistes français vivants. Ben oui, c'est une bonne question, ça, effectivement. On peut s'interroger sur les raisons qui font que la plupart des noms d'agents qui ont été livrés au public depuis quelques années sont des morts. André Labarthe, qui était, alors je rappelle pour les auditeurs qui ne le savent pas, qui était le directeur de la revue Constellation. La revue Constellation avait été payée par le KGB, créée par financement du KGB directement. Pour contrer Sélection. Pour contrer Sélection, qui était la revue de la CIA. Donc c'était assez rigolo. Quand on lisait les deux, c'était amusant comme tout. C'était une copie. C'était moins bon, mais c'était une copie conforme. Avec une petite histoire, avec l'homme le plus que j'ai rencontré. Et Jacques Bergier m'avait raconté une très belle histoire qui donnait à douter du sérieux d'André Labarthe, mais comme depuis on m'a dit on m'a soutenu que Jacques Bergier lui-même était un agent soviétique, je finis par plus savoir exactement ce qu'il faut penser de tout ça. Mais il m'avait raconté, lui disait qu'effectivement Labarthe était un agent soviétique, et il m'avait raconté qu'il lui avait extorqué beaucoup d'argent en lui présentant un jour l'ancien secrétaire de Staline. C'est-à-dire qu'il avait dégoté un gars qui parlait russe, qui parlait allemand, qui parlait anglais, français, etc. Et il lui avait dit, je vais vous présenter comme l'ancien secrétaire de Staline, on va vendre vos mémoires à Constellation à André Labarthe, et je les écrirai moi-même. Donc Bergier avait écrit les mémoires du secrétaire de Staline, et ça avait été publié, acheté à grand prix par Constellation et publié dans Constellation. Et puis 5 ou 6 ans ou 10 ans plus tard, il faut savoir que ce faux secrétaire de Staline avait une très belle tête de Kalmouk. C'est-à-dire que suivant qu'on le regardait par grand vent ou par temps de brouillard, il pouvait avoir l'air soit d'un occidental un peu asiate, soit d'un asiatique légèrement occidentalisé. Et donc, 10 ans plus tard, Bergier dit, on avait fait, ça a bien marché les mémoires de Staline, maintenant on va faire les mémoires de Mao. Et pour les vendre à Labarthe, il va chercher le secrétaire de Staline qui se repointe et qui dit, vous savez que j'étais le secrétaire de Mao Tse-tung, mais en pensant pas du tout que Labarthe se souviendrait de lui. Et Labarthe le regarde, lui dit, mais c'est passionnant, vous avez eu une vie extraordinairement aventureuse. Voilà. Bon, alors ce Labarthe était donc un agent soviétique. Il y avait Jean Moulin, qui était un agent soviétique aussi. Il y avait, on l'a dit tout à l'heure, Pierre Cotte, voilà. Il aussi ministre à un moment important. Qui fut ministre de l'aviation. L'aviation au moment de la guerre d'Espagne notamment, et puis après la non-préparation de nos soldats. Mais tous ces gens-là sont morts. Alors les gens vivants, bien sûr, on se doute que sinon agent de l'Union soviétique, du moins agent objectif du pouvoir communiste, ça a été le cas de tous les ministres communistes qui étaient en France au gouvernement. Je dirais naturellement. Et oui, c'était naturel, c'est ça. Et je rappelle d'ailleurs que il y a quelques années, quand Nicole Questio était secrétaire d'État, je ne sais plus à quelle fonction, mais enfin elle était secrétaire d'État, aux affaires sociales probablement. J'avais publié dans un hebdomadaire où j'exerçais à l'époque les fonctions de directeur la transcription d'une conversation téléphonique par radiotéléphone. C'est en minutes, pour pas dire le nom. Oui, mais moi je ne le dis pas. Par radiotéléphone, une conversation entre Nicole Questio et je ne sais plus je crois que c'était Krasuki, me semble-t-il, un dirigeant communiste de très haut niveau, auquel elle faisait le rapport d'une réunion du Conseil des ministres, tout simplement. Et elle racontait, mais le Conseil des ministres est évidemment confidentiel, elle faisait son rapport à Krasuki. Donc on peut dire que Mme Questio, en l'occurrence, était au moins un agent du Parti communiste au sein du gouvernement français. Et on aura certainement dans les mois à venir et les années à venir la révélation d'autres trahisons. Voilà. Qui n'empêchera pas, comme à Gardanne,
le Front républicain de voter pour les communistes. Alors, quand vous votez pour le Front républicain, sachez-le, vous votez pour ces gens-là. Voilà, il faut le savoir, il faut le dire autour de vous. Je crois que c'est important. Et même peut-être indirectement quand vous votez pour Chirac par ricochet, par syllogisme. Absolument. Alors, qu'attend-on pour publier la liste des 300 diplomates du Quai d'Orsay au service de Moscou nous demande un auditeur. Eh bien, je suppose qu'on attend qu'il soit mort, quoi, tout simplement. Non, mais il faut bien, Serge, il y a une volonté d'enterrer, mais il faut bien se rendre compte que Mitterrand ou Chirac, en possession peut-être de ces noms-là, c'est un cataclysme s'ils les donnent. C'est des vies, c'est des familles, c'est des gens qui sont à la retraite. C'est une révolution s'ils balancent ces noms-là. Je me doute qu'ils hésitent aussi pour ça, indépendamment des autres choses, parce qu'ils peuvent avoir des copains dans le tas. Il y a un auditeur qui nous fait remarquer qu'il y a une dame qui doit être extrêmement peinée d'apprendre cette information, c'est Madame Juppé, Isabelle Juppé, l'actuelle épouse du Premier ministre, qui effectivement, quand elle était journaliste à La Croix, c'est d'ailleurs à l'occasion d'une interview de Juppé réalisée pour le journal La Croix, qui se sont rencontrés, qu'elle avait fait la connaissance de l'homme qui allait devenir son futur mari. Eh bien, Isabelle Juppé était une grande amie de M. Charles Hernu. Oui. Elle va être désespérée d'apprendre que les informations qu'elle a publiées dans La Croix pendant des années un livre sur des questions militaires dont elle était la spécialiste, que ces informations donc lui étaient données par un agent soviétique. C'est quand même très très ennuyeux tout ça. Ouais. Hein, c'est vraiment oh là 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 là, que de soucis, que de soucis, que de soucis, que de soucis. D'ailleurs, Bernard Anthony a l'air positivement accablé. Accablé quand j'apprends tout cela, parce que je ne me doutais pas de ces choses. Je ne me doutais pas en venant de la campagne comme ça que j'allais apprendre à Paris des choses sympas. Je ne peux pas penser une seule seconde. Pas une seconde, ne penser que nous puissions être un Mais il n'y a pas qu'à Paris que le Hernu fleurit. D'ailleurs, il était dit Villeurbanne, tiens. Tiens, on nous dit à Villeurbanne, place de la Bascule, qui est devenue place des martyrs de la Résistance, et à la mort de Hernu, place Charles Hernu, la plaque est donc devenue maintenant place des martyrs de la Résistance Charles Hernu. Et ça s'appelait place de la Bascule, ils auraient dû l'appeler place de la Balance. On va peut-être pouvoir remettre le nom d'Alexis Carrel sur quelques plaques. Oui. C'est bien quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on va bien être obligé, une fois qu'on a enlevé les noms de tous les agents soviétiques des plaques de rue, on va bien être obligé de trouver des noms. Alors, il restera Carrel, il restera Maurras, il va pas en rester beaucoup de noms. Entre les pédophiles et les espions et les corrompus soviétiques et les pourris, ça va. Parfois, il y en a qui font la totale. Mais je vous signale qu'il y a prescription en ce qui concerne le scandale de Panama, puisque Monsieur Eiffel va avoir sa tronche sur les billets de 200 francs. Il ne portera plus le chapeau. Il faut dire que mettre la tête d'Eiffel sur des billets, ça s'imposait. Oui. Hein. Vous vous souvenez qu'on avait envisagé de mettre les frères Lumière, qu'on a retiré parce qu'ils avaient appartenu à la Légion française, à la Légion des volontaires françaises, qui était très 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 mal. Ils avaient 80 ans à l'époque. C'était même pas la LVF, c'était la Légion c'est les légionnaires, la Légion des combattants, Légion des combattants. La Légion des combattants, pardon. C'était pas du tout la LVF. Enfin, c'était pas du tout. Non. C'était des gens qui prêtaient simplement serment au maréchal Pétain, mais qui n'avaient rien à voir avec la LVF, qui a été créée un peu plus tard d'ailleurs. Celle-là est simple organisation. Enfin, c'était des gens qui étaient de bons citoyens, tout bêtement. Alors des gens qui prêtent serment au maréchal Pétain, on peut pas non plus. Alors parce que si on permet de mettre leur nom, pour les retrouver à la présidence de la République. Pourtant, ils ont failli passer, tu le sais peut-être. C'est parce qu'un des deux frères Lumière était franc-maçon. Mais l'un n'a pas emporté l'autre. Donc, on n'aura pas des billets de 200 francs Lumière, on aura des billets de 200 francs Eiffel. C'est pas un méchant bougre, ce Eiffel. Hein? Non, mais c'est pas il a inventé le porte-jartel. Il ne peut pas être entièrement mauvais. C'était quand même un des héros de l'affaire de Panama. On vous dit, ce n'était pas figure. Pardon, ce n'était pas Madame Question, mais Monsieur Jacques Ralit qui correspondait avec Monsieur Krasuki. Non. Oui. C'est moi qui publiais qui publiait le texte. Alors je sais exactement de quoi je parle. C'était ce qui n'oblitère pas Ralit du coup. Hein. Non. Quoi d'autre Quel a été le changement dans notre pays que Hernu ou autre ait été membre de la CIA ou agent communiste? Oui, non, mais je suis tout à fait de cet avis. Je n'exonère pas du tout. Parenthèse ironique. Non, ce qui est drôle, voilà, il y a une chose qu'on peut dire quand même à propos de ça. Ce qui est amusant, c'est que deux des meilleurs amis de Mitterrand
étaient l'un, Charles Hernu, agent soviétique, ancien collaborationniste et franc-maçon, et l'autre, Et curateur FFI, quand même. et curateur FFI, et l'autre, François de Grossour, ancien collaborateur ou collaborationniste, et lui qui était le patron du Gladio en France. C'est-à-dire le Gladio, c'est le réseau anticommuniste qui avait été monté par les Américains pour Tout de suite après la guerre. préparer la réaction, enfin l'éventuelle résistance à une invasion soviétique. Autrement dit, Mitterrand avait ces deux serre-livres, en quelque sorte, qui étaient susceptibles, en cas d'incident grave international, de s'étriper dans son bureau. Hein. Oui. Le KGBiste... Moi, je dirais que je préférais quand même l'un que l'autre. Hein, Hernu, contrairement à la question de l'auditeur. se fritant avec le gladiateur Grosso. Je suis plutôt Gladio que Faucille. Enfin, Enfin, moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reste en France, entre Français, et que ni les Américains, ni les Russes, ni les Allemands, ni les Espagnols... mais il y avait peu de risques. Et j'en resterai là. La différence à l'époque, c'est qu'on avait peu de chances de voir débarquer une armée américaine, mais qu'on avait l'armée rouge très près. Ouais. Voilà, il y avait des urgences. Il y avait des urgences. Ouais. Dans un autre genre, Enfin, c'est quand même les Américains qui nous occupent aujourd'hui, c'est pas les Soviétiques. Oui. Bon, enfin, c'est mon opinion et je la c'est mon partage. avis et je le partage. Dans un autre genre, vous pourrez lire dans le journal Télé 7 jours, hebdomadaire d'une haute portée culturelle, que M. Bruno Mazur, présentateur au journal télévisé, avoue avoir désinformé, selon son expression, les téléspectateurs pendant 20 ans. Oh, Ce dis sont donc. ses propres termes. Ça, c'est la révélation du siècle. Oui. Hein, c'est étonnant, non? Oui, enfin, il doit vouloir dire qu'il a lu des trucs avec lesquels il n'était pas d'accord, parce que c'est Bruno Mazur, il faut remettre les choses en place, c'est un lecteur de prompteur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui défile, il a eu un comité de rédaction avant qui lui a dit tu lis ça, Coco. Hein. Oui, mais enfin, c'est Alors dans de sa temps en temps, bouche il fait un tout de petit, même. Ah oui, il fait un truc petit genre numéro. Almanach Oui, Wehrmacht, oui. et puis voilà. Et on vous assure que Jean Moulin n'était pas soviétique, mais socialiste. Mais Jean Moulin Mais était il a- un agent soviétique, c'est mais abondamment non, prouvé. Non, la personne a dû comprendre que tu avais dit qu'il était soviétique. Non, Et il dit qu'il n'était pas soviétique, il était socialiste. Oui, il était, c'est la même chose d'ailleurs. Il était agent d'après Ils les... s'en foutent. C'était déjà l'Express qui avait publié le... C'est Volton Non, Express, il y a eu un livre, il y a un livre formidable qu'il faut lire, qui s'appelle L'affaire Pâques, et dont le nom de l'auteur m'échappe pour l'instant, ça me reviendra T'as tout à l'heure. déjà. Oui, il y a quelques années, très bon qui livre, est capital. Bon, et puis d'ailleurs, il y a le dossier Jean Moulin, qui est du même auteur, dont il faut absolument que je retrouve son nom, et bon, tout est dedans. Il n'y a pas de discussion possible sur la réalité de tout ça. Je crois que tu voulais nous parler de Toulon. Oh, je voudrais dire un petit mot de l'affaire Marécalter, parce que elle est en train d'enfler, elle ne fait que commencer. Le charmant Douste Blazy va s'en emparer, bien sûr. Alors, que s'est-il passé? Il y a à Toulon une personne qui, de son propre chef, par provocation, a invité Marécalter en lui disant « Venez, cher Marek, et on va vous honorer à l'occasion de la fête du livre. » Ah, je viens, dit Marek, qui n'est pas là depuis très longtemps. Non, mais bon. Mais si, mais non, mais si, mais non, je viens. Bon. Et entre-temps, le maire de Toulon, qui est Jean-Marie Le Chevalier, dit « Je ne trouve pas opportun que ce monsieur vienne, parce que moi j'ai une autre idée en tête. On va inaugurer ce jour-là la statue de Rému, on fait une grande fête du livre. Je préfère que ce soit Brigitte Bardot qui vienne, parce que elle est du Var. Et puis... elle est plutôt plus mignonne que Marécalter, dit-il. Il ne le dit pas comme ça, il dit j'ai plutôt une préférence pour elle. Hein. C'était déjà l'histoire de Grelle quand l'évêque, il avait repris un journal de l'évêque de Bruxelles et il mettait des pépés en une et l'évêque lui avait dit mais Léon, oui monseigneur, mais si je mets votre tête, j'en vends 10 000 si je mets... Bon, c'est un petit peu la même chose, ça va pas plus loin, c'était pas méchant, et d'autant que le chevalier dit qu'il vienne, il viendra avec les 120 auteurs qui vont venir, 120 auteurs qui vont venir signer, qu'ils viennent. Mais je n'ai pas été élu sur une liste Front National pour faire venir un ennemi avéré, avoué, militant, haineux, mondialiste, qui a été un des fondateurs des SOS Racisme, ce qui semble tout à fait normal. On n'a jamais vu un maire communiste inviter un écrivain, je dis même pas proche du Front National. Et on ne voit pas les gens du RPR dans leur mairie rendre hommage à un écrivain même modérément de droite, molle, hein, ils ne sont jamais mis à l'honneur. Alors le chevalier lui a demandé de venir comme une personne normale, comme les autres,
Et l'affaire en est là. Mais bien sûr, immédiatement sont montés au créneau. C'est pas une personne normale, c'est un prix Nobel. Oui, c'est un prix Nobel. Je ne sais pas si le prix Nobel. Oui, bah, s'il l'est pas, alors. Il mériterait de l'être. Faire un procès. Oui, ça serait. Au jury du prix Nobel, là. Voilà. Alors donc, il sera là. En tant que maréchalter, et l'hommage à Rému sera rendu normalement, sans qu'on ait besoin forcément de maréchalter pour le faire. Je rappelle quand même que les mêmes qui aujourd'hui s'indignent du fait qu'on n'ait pas désigné M. Maréchalter comme invité principal, parce que c'est ça la vérité, il n'est pas l'invité d'honneur, il est un des invités de la fête. Il y a 120. Ce sont les mêmes qui, l'année dernière, ne se sont pas du tout formalisés quand il y a eu une tentative d'interdiction de la présence des auteurs nationalistes. Il y a même eu une attaque physique. Quelque chose aussi, très simplement, c'est l'extraordinaire impudence de Maréchalter, qui est un nul sur le plan intellectuel, qui n'est pas un bon écrivain, qui est tout simplement un réseau, et de Maréchalter de dire, mais comment on ne m'offre pas un prix? Enfin, la moindre des choses, c'est tout à même, on me donne un prix. Enfin, nous sommes d'un pays où il y avait quand même une tradition du savoir-vivre, une tradition de politesse. Quand on arrive quelque part, on ne demande pas, oui, je suis quand même l'homme qui doit être honoré. Je pense que Maréchalter, là, n'est pas tellement en conformité. C'est un méchant homme, c'est un méchant homme, Maréchalter. Oui, c'est un méchant homme, il faut le savoir. Il est barbu, il a les cheveux longs. C'est sympathique. Alors, donc voilà, l'affaire est évidemment une provocation. On en voit un des effets immédiats, puisque, avec une célérité qui honore ses services de renseignement, le maire de la ville de... alors là, attendez, il faut que je prenne... Merialia ou un nom comme ça, non, c'est ça, d'une ville d'Israël. Pendant que tu cherches le nom, il faut dire que ce monsieur explique très bien d'ailleurs à le chevalier qu'il avait résisté jusque-là à toutes les pressions, mais que puisqu'on interdit à Maréchalter de venir à Toulon, il casse le jumelage. Après de longues et mûres réflexions, la direction de la ville de Herzliya, dont je suis le maire, a décidé d'annuler le jumelage entre Herzliya et la ville de Toulon. Depuis votre élection comme représentant du Front National, le parti de Jean-Marie Le Pen, j'ai été soumis à de fortes pressions de membres du gouvernement d'une part et de personnalités de la communauté de France, et d'ailleurs d'autre part me pressant de rompre l'association c'est tout à fait étonnant ça. Je relis, J'ai été soumis relis lentement à de fortes pressions de membres du gouvernement d'une part. De quel gouvernement est-ce? Est-ce qu'il ne dit pas, est-ce que c'est le gouvernement israélien ou le gouvernement français? D'une part, et de personnalités de la communauté juive de France. Là, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, d'autre part. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'ailleurs? De quelle communauté peut être intéressée à ce que la ville d'Herzliya annule le jumelage avec Toulon? Ça, c'est très curieux. Me pressant de rompre l'association Herzliya-Toulon, j'ai refusé de le faire afin de ne pas porter atteinte aux relations entre nos communautés et avec les habitants de votre ville, juifs et non-juifs, qui ont contribué dans le passé à renforcer le lien historique de longue date entre les deux villes côtières de la Méditerranée. Bien que l'identité du Front National et les déclarations sans équivoque de son président, M. Jean-Marie Le Pen, n'ait laissé aucun doute quant au caractère raciste et antisémite du parti dont vous êtes membre. Là, il ne dit pas plus que Juppé. Non, c'est ce que dit Juppé. Il est bien obligé de croire ce que dit le Premier ministre. J'ai refusé de me soumettre aux pressions et j'ai fait opposition aux exigences de rupture du jumelage entre nos villes. Un argument supplémentaire qui m'avait poussé à ma décision est l'opinion qu'il ne faut jamais juger une personne que selon ses actes et sa conduite. C'est là l'examen de passage. Si malgré votre appartenance au Front National, vous avez fait preuve d'une certaine justice dans votre attitude envers le peuple juif et allié exprimer votre répugnance relative aux horreurs perpétrées également en France durant la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais incité pour maintenir l'association entre nos deux villes. Cet espoir. Donc là, il y a aussi une information qui est très importante, c'est que l'homme politique français, quel qu'il soit, il est obligé de faire ce qu'il fait. Ça, c'en est une, Serge. Et l'autre, c'est qu'il y a eu une communauté en France, française, pour aller intervenir à l'étranger et demander à un maire à l'étranger de rompre un jumelage avec une ville en France. C'est aussi intéressant. Alors, donc cet espoir a malheureusement été déçu. J'ai appris que vous aviez interdit aux organisateurs de la foire du livre de Toulon de faire une soirée en l'honneur de l'écrivain juif Maréchalter. Donc ça c'est faux, survivant de l'Holocauste. Et aviez cyniquement suggéré d'inviter à sa place Madame Brigitte Bardot. Pourquoi cyniquement? Enfin ça c'est son problème, c'est un problème de vocabulaire que j'admire d'ailleurs beaucoup pour qu'elle parle de ses mémoires. Cette décision malveillante a vidé de toute signification le maintien du jumelage entre nos villes. À mon grand regret, vos actions ont prouvé que ceux qui disaient que vous étiez fidèle à l'esprit de votre président, M. Jean-Marie Le Pen, avaient raison. Bon, c'est plutôt un bon point. La ville de Herzliya, ainsi nommée en souvenir de Benjamin Zev Herz, visionnaire de l'État d'Israël,
Herzl, visionnaire de l'État d'Israël, ne peut en aucun cas être jumelé à une ville dont le maire manifeste une attitude d'aliénation et de mépris envers un auteur d'origine juive survivant de l'Holocauste. Les habitants et les membres du conseil municipal, la direction de la ville de Herzliya se joignent à moi dans l'espoir que dans un proche avenir, une personne digne d'être maire de Toulon nous permettra de établir de réciprocité et de renouveler le jumelage. Moi, je tiens à dire ici que les gens qui, comme cela, en France, font pression sur un maire comme cela, bon, sont d'une part des traîtres, mais quand je me permets de dire aussi que j'ai fait 2 fois bloc avec Jacques Chirac. Peut-être vous étonnez, peut-être vous peinez, mais la première fois, c'était au Parlement européen, lorsque celui-ci était injurié par les écologistes et gauchistes de tout poil. Parce que j'ai déclaré à ce moment-là, ça n'est pas bien grave que l'on injurie la personne Jacques Chirac, mais en sa personne, on injurie l'État français. Or là, Jacques Chirac vient de subir en Israël donc une rébuffade, une injure extraordinaire de la part de la Gestapo israélienne, de la police d'occupation israélienne à Jérusalem-Est. Et voilà donc le maire d'une ville israélienne, qui avait une impudence totale, avec un orgueil, une démesure, enfin avec ce que le général de Gaulle disait, donc une sûreté, un orgueil, un mépris de domination, cela est parfaitement intolérable, et je dis que si j'étais le maire de Toulon, j'aurais plaisir à inviter un écrivain palestinien, parce qu'on ne peut que comprendre l'exaspération de ce peuple. Je dois dire que j'ai été très content lorsque Jacques Chirac a prononcé une phrase qui tomberait sous le coup de la loi, selon Jacques Faisan, dans ses admirables dessins du Figaro, on me le pardonnera, mais ce que je découvre là, à ce moment-là, c'est l'intolérable dépassé. Eh bien, je suis content, finalement, qu'il n'y ait plus de lien entre Toulon et la ville dominatrice, raciste, orgueilleuse, impérialiste, de Herzliya. Et pour le maire d'Herzliya, je pourrais peut-être citer ici les déclarations du fondateur de l'État d'Israël, comme il dit le prédicateur, Herzl, qui était un raciste d'une manière absolument incroyable. Alors c'était ici le militant anti-raciste qui parle. Je suis heureux de la résistance de Toulon au racisme dominateur de certains. Alors, un auditeur nous téléphone gentiment pour nous dire que l'auteur de l'affaire Georges Pack et de l'affaire Jean Moulin à la contre-enquête, ce sont 2 livres. Cet auteur, c'est M. Charles Benfredge, qui est un remarquable écrivain, qui a écrit également un roman tout à fait impressionnant. Décidément, je ne suis pas en forme ce soir, qui s'appelle le Méridien ou quelque chose comme ça, qui est un très très bon roman. Voilà. Alors maintenant, mon cher Bernard Anthony, la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir ce soir, c'est que tu as décidé de te mobiliser et de mobiliser autour de l'affaire de l'Arc. Oui, alors j'exprimerai dans le prochain numéro de Reconquête, au fond, les mécanismes de la non-résistance du peuple français et des peuples européens en général. Le mécanisme tient à la succession, ou plutôt dans le remplacement de l'idéologie de la lutte des classes par la dialectique du racisme et de l'antiracisme. Et je tiens pour le mal absolu l'idéologie appelée antiracisme. Cette idéologie appelée antiracisme, dont on martèle les tabous à longueur de journée, comme nous venons de le constater, cette idéologie vise à imprégner dans le cerveau de nos contemporains l'idée qu'il n'y a plus qu'un péché. Il n'y a plus qu'un péché, c'est le racisme. Le racisme étant bien entendu défini comme il est dans le cadre de la loi Toubon, c'est-à-dire toute attitude de préférence. Préférer sa nation, c'est raciste. Préférer sa femme, on sait très bien que ça sera raciste un jour. Préférer ses enfants, c'est raciste. Donc, est raciste toute attitude de préférence naturelle pour les communautés dont nous sommes issus. Cela conduit à, évidemment, relativiser tout autre crime. Plus rien n'existe. Le racisme est le seul péché. Et il faut dire que, de ce côté-là, les plus grands responsables sont les évêques français. Ils sont collectivement coupables de cette abomination, de cette rupture métaphysique, je dirais, de cette rupture métaphysique avec la morale
naturel, avec même le bon sens élémentaire. Il y a donc un péché, c'est le racisme, et pour cela, donc, avez-vous vu, par exemple, en Belgique, dans l'affaire même des crimes donc, de pédophilie de Dutroux et de sa bande de monstres, donc, on a pris soin de faire en sorte que tout de même, ça ne puisse pas être, comment dirais-je, exprimé comme le mal absolu. J'ai entendu à la commission juridique du Parlement européen, Antoinette Fouque, ça dit bien Antoinette Fouque, est lue sur la liste tapis, demander, alors même que les révélations tombaient sur les abominations de Dutroux, demander l'élaboration d'un statut du pédophile. L'élaboration d'un statut du pédophile, et j'ai répondu à Madame Dutroux, tant que vous y êtes, pourquoi pas de statut ici à Bruxelles, ça serait peut-être le lieu. Donc, la pédophilie, quand même, il faut comprendre, quoi, le pédophilie, c'est la société qui est responsable. Hein. Je publierai bientôt des textes que j'ai retrouvés il y a quelques années. Il y a eu une affaire comme ça, et dans Libération, une affaire de pédophilie, et dans Libération, et dans la presse, dans ce genre de presse, des textes de soutien aux pédophiles ont été publiés. Mais oui, et je les republierai prochainement. Et dans Le Monde aussi. C'est totalement ahurissant. Et dans le journal Le Monde, et les déclarations au Parlement européen de M. Cohn-Bendit et un certain nombre d'autres. Mais alors, je continue. Donc, la pédophilie, ma foi, c'est quand même beaucoup moins grave que le racisme. Puisque le pédophile, lui, c'est pas de sa faute. C'est son instinct, puis c'est la société, comme d'habitude, qui l'a corrompu. J'observe au passage que ceux-là même, intellectuels de gauche, qui invoquent toujours la responsabilité de la société sur le criminel, pour excuser le criminel, ne trouvent aucune excuse au malheureux paumé de banlieue. Lui, le paumé de banlieue, raciste, s'il est raciste, eh bien, le fait que peut-être il soit né de parents inconnus ou divorcés, qu'il n'ait pas eu d'éducation, qu'il n'ait pas de boulot, qu'il se soit laissé aller à l'alcoolisme, il n'a aucune excuse. Lui, c'est un être libre, admirablement libre. S'il est raciste, on ne peut rien lui concéder à lui, parce qu'enfin, sa responsabilité est entière. Vous voyez, enfin, le tour d'esprit que c'est. Alors, il y a bien entendu la relativisation de la pédophilie par rapport, encore une fois, au crime absolu qu'est le racisme. Le mal absolu, c'est le racisme, au point que Satan, d'ailleurs, d'après mes informations, est jaloux. Aujourd'hui, Satan fait une crise de jalousie, parce que Le Pen étant Satan, il ne peut quand même plus supporter cela. D'habitude, le diable aime se cacher, mais enfin, il y a quand même des limites. On ne parle plus que de Le Pen, donc on ne parle plus de Satan, et là, ça va mal pour lui. Mais j'en viens, parce qu'il faut traiter légèrement ces choses, quelquefois, parce qu'elles sont atroces, mais j'en viens donc au second point qui aurait dû susciter non seulement la réflexion, mais la révolte de nos contemporains. Et c'est la question de l'ARC. Alors, j'en reviens à l'ARC, l'association de recherche contre le cancer. Parce qu'on est en train de nous faire croire qu'un seul homme serait responsable, Monsieur Crozmary, enfin, ou le susnommé Crozmary, je ne sais pas son nom exactement, donc, Monsieur Crozmary. Alors, Monsieur Crozmary, donc, aurait détourné, a détourné, aujourd'hui cela est admis par la nouvelle direction de l'ARC, 100 milliards de centimes. Nous disons bien 100 milliards de centimes. À qui veut-on faire croire, à qui peut-on faire croire qu'il les aurait détournés tout seul? Dans une association aussi, comment dirais-je, dans les associations que j'ai eu à présider, aussi pauvres, aussi, je ne vois pas comment, sans complicité, on pourrait détourner même 50 francs ou 100 francs. Je donne le témoignage que si je voulais détourner 100 francs à la griffe, il faudrait qu'il y ait au moins la complicité, au moins 3 complices. Il faudrait qu'il y ait au moins la complicité d'Hélène Sabatier et du trésorier Baillivet. Voilà. Ouais. Alors, donc, comment... t'es pas sorti de l'auberge. Je ne suis pas sorti de l'auberge. Non, parce que c'est des gens très honnêtes. Vous voyez, donc, ça me serait difficile de détourner 100 francs. Bon, techniquement. Alors, on me dira, Crozmary, il est plus fort que toi, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. D'abord, ils sont deux. Mais, enfin, à qui fera-t-on croire qu'on peut détourner 100 milliards de centimes sans toute une chaîne de complicité? Cela est bien évident. Or, ils étaient au conseil d'administration 35. 35 au conseil d'administration qui ne sont pas tout à fait des débiles mentaux. Donc j'accuse les 35 membres du conseil d'administration de la Griffe d'être de l'ARC, pardon, la Griffe accuse en l'occurrence le conseil d'administration de l'ARC d'avoir donc détourné collectivement 100 milliards de centimes. Il n'y a pas que Crozmary. Alors on sait qu'il y a Caillavet, le frère de son papa, le grand maître du Grand Orient, il y en a un certain nombre d'autres, mais je viens à une autre question.
L'ARC était destiné à financer des programmes de recherche contre le cancer. Association de recherche contre le cancer. L'ARC fonctionnait partiellement aussi avec des fonds publics, en liaison naturellement avec le ministère de la Santé, qui est en liaison avec les grands laboratoires de recherche. Je peux témoigner pour que ce qui est dans le laboratoire que je connais et qui a mis sur le marché un des plus grands produits anticancéreux à ce jour, dont ces laboratoires n'ont pas perçu un centime de l'ARC. Mais enfin, tout de même, il y a une coordination dont j'accuse les ministres de la Santé qui se sont succédés, donc d'avoir été pour le moins aveugles. Et je demande, est-ce que M. Kouchner, ministre de la Santé, ancien ministre de la Santé, ne savait rien de l'ARC? Or, si mes informations sont exactes, M. Kouchner avait l'habitude de prendre quelques billets pour ses voyages financés par l'ARC. Est-ce que M. Douste-Blazy, le charmant ministre, est-ce que le charmant Douste-Blazy ne savait rien de l'ARC? De deux choses l'une, ou il n'en savait rien, il était donc un ministre léger, ou bien il en savait quelque chose. En tout cas, ce qui était inconvenant, ce qui était ahurissant, et je demande aux auditeurs de parler autour de cela, c'est que l'ARC continue, et continue à demander de l'argent. C'est stupéfiant, c'est stupéfiant. Bon, donc voilà une association, donc une personne morale, car il y a une continuité dans une association, une personne morale qui a détourné 100 milliards de centimes, et qui continue en disant, bon, c'est les erreurs des prédécesseurs, mais surtout, continue à nous envoyer de l'argent. Bon, et il y a toujours des braves gogos, il y a toujours des gens qui ne comprennent rien, des gens qui ne lisent pas, qui vont continuer à envoyer quelques chèques. C'est une escroquerie poursuivie. Alors, première des choses, je demande à tous les auditeurs qui nous écoutent de se mobiliser pour exiger la dissolution de l'ARC. Et pour cela, alors exiger la dissolution de l'ARC, exiger que justice et vérité soit dite, que justice soit faite et que vérité soit dite. Alors, nous voulons la publication de tous les comptes de l'ARC, de tous les programmes de recherche. Je pense que les journaux qui se sont livrés à la remarquable enquête sur Charles Hernu doivent aller beaucoup plus loin. Il faut qu'ils aillent à l'ARC, il faut qu'ils demandent les comptes des 10 dernières années, il faut que l'on sache à quel programme de recherche, parce que le système de défense de Crosby, c'est de dire, ben oui, il y avait quand même 30% qui étaient consacrés à la finalité de l'association. Voilà, on n'a jamais détourné de 70%. Oui, c'est comment, d'abord, ils sont sympas, ils auraient pu tout prendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ça me rappelle, bon cœur. Ça me rappelle Mustapha Hasnada, le ministre du bey de Tunisie, qui n'était pas d'origine arabe, d'origine musulmane, au début du siècle, avant la conquête de la Tunisie, qui disait, je ne prélevais que 80% du budget de la Tunisie. Bon, donc là, c'est 70%, on a donc un progrès déjà. Alors, on peut parler de ça légèrement, c'est vrai, mais il y a quelque chose d'ignoble. Parce qu'enfin, de même que les crimes de Dutroux sont véritablement des crimes contre l'humanité, parce qu'il n'est pas pire que de torturer, de faire mourir de faim, de soif, après toutes les sévices, toutes les tortures sexuelles et l'autre, les petites filles, c'est un crime contre l'humanité, mais l'ARC, c'est un crime contre l'humanité, parce que c'est 100 milliards de centimes, et je le dis là gravement, puisque Serge, tu réchappes de cette terrible maladie, mais enfin, tout de même, 100 milliards de centimes qui devaient être versé, être utilisé au mieux pour atténuer la douleur et pour peut-être guérir un jour. Je crois que c'est pire que le sang contaminé. Parce qu'enfin, là, on peut dire que le sang contaminé, il y a eu d'abominables responsables aussi. Mais est-ce que, de loin, le Premier ministre, finalement, est-ce qu'il a été assez bien informé, etc. On peut toujours discuter. Là, c'est quelque chose de pire encore. Voilà des gens qui savent pertinemment qu'il n'y a pas l'ombre de l'argent des malheureux. On ne peut pas aller raconter qu'il n'y a pas eu information. On ne peut pas raconter qu'il n'y a pas eu information. Il y a 15 ans, à peu près, François Robot, qui était l'ancien chef du service photo de Minute, et qui avait quitté Minute, s'était reconverti comme dans l'ARC. Il était allé proposer ses services à l'ARC et travailler avec eux. Je crois qu'il a dû travailler 3 mois. Et au bout de 3 mois, il est venu me voir à Minute et il m'a dit, mon vieux, il se passe des choses inimaginables dans cette boutique. Ce sont des bandits, ce sont des voleurs. Crosby est un gigantesque escroc. Il pille littéralement les caisses de l'association. Il faut faire quelque chose.
moi je t'apporte un dossier, ce que j'ai pu ramasser, mais je fous le camp parce que je ne veux pas rester un instant de plus avec des ordures pareilles. Et il a démissionné. Il m'a apporté un dossier sur lequel Ratier a enquêté. Et Ratier a publié des informations. Je dis il y a 15 ans, c'est peut-être il y a 10 ans. Je n'ai pas beaucoup la mémoire des dates. Mais donc, on a publié des choses. Je crois qu'on a eu un procès. Je pense qu'on a dû être condamné. Et en tout cas, personne n'a repris nos informations. Personne n'a ouvert la moindre enquête sur les malversations de Krose-Marie et de son gang. Ce qui veut dire que 10 ans avant, au moins 10 ans avant, on savait, on ne pouvait pas ignorer que M. Krose-Marie et son gang pillaient les caisses de l'ARC, de l'Association pour la recherche sur le cancer. Alors, j'ajoute à ça, pourquoi ça a été comme ça? Pour 2 raisons. La première, c'est que M. Krose-Marie et son gang étaient tous francs-maçons, et qu'ils ont bénéficié de toute la protection des loges, c'est-à-dire des pourris politiciens, des pourris journalistes, et de toute cette mafia maçonnique qui a interdit qu'on parle de la chose et qui a interdit qu'on fasse une action en justice. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que M. Krose-Marie a graissé la patte de partis politiques, il a filé du fric aux partis qui étaient au pouvoir à l'époque, et il a acheté la complicité de ces partis politiques. Ben, il n'est pas prêt d'être jugé alors, non? Ce qui fait que la plupart, naturellement, la plupart des magistrats qui auraient pu intervenir ne sont pas intervenus, soit parce qu'ils étaient actionnés par la franc-maçonnerie, soit parce qu'ils étaient actionnés par des politiciens, et généralement pour les 2 raisons. Alors là, voilà. je parle pour, d'une certaine manière, peut-être sauver la vie de Krose-Marie qui nous est précieuse. Parce que, vous comprenez, tout vise à lui faire porter le chapeau. Alors, c'est une fripouille abominable. Mais comme tu le dis, tout ça se déroule sur l'entrelacs vipérin, donc le vipérin du Grand Orient de France, d'autres loges. Donc, nous devons exiger la vérité sur cela. Vérité sur cela, mais il en est exactement comme de l'affaire Ernu. C'est-à-dire que là, certains ne veulent pas que ça sorte. Parce que si les Français apprenaient ce soir la liste réelle des complices du KGB. Bon, et je veux bien qu'on ajoute la CIA, mais en n'oubliant pas que les vices de la CIA, c'est d'être noyautée, manipulée elle-même par le KGB et d'abandonner comme ça. Un petit correctif, si tu permets. J'ai jamais mis en parallèle la CIA. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire simplement que, en tant que Français, je voudrais qu'on me foute la paix. Oui, mais j'en profite un peu pour dire cela, parce que nous sommes livrés, donc absolument, domination comme ça, au fond de l'esprit mondialiste, donc idéologiquement, mais de ces abominations dans l'ordre des affaires. C'est toujours la ténébreuse alliance entre le socialisme apatride, entre le socialisme international et le capitalisme apatride. Alors, pour ce qui est de l'ARC, premièrement, il ne faut pas lâcher le morceau. Et pour ne pas lâcher le morceau, je lance donc ce soir campagne sous la présidence de Serge de Beketch. Campagne sous l'égide de Clovis Arc. Je m'explique. Le comité Clovis n'a pas seulement pour vocation de commémorer donc un événement. Le comité Clovis est une organisation de combat. C'est une organisation de combat et de fidélité à ce que nos rois de France et nos chefs de l'État les meilleurs ont eu comme finalité principale, c'est-à-dire la justice. Nous pensons à Saint-Louis et nous pensons donc à Philippe le Bel et quelques autres. Il faut donc que notre comité Clovis, en l'occurrence, se transforme en comité de liaison et d'organisation des victimes et des spoliés de l'ARC. Car, en ce moment même, je pense à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui ont des êtres chers qui souffrent ou qui souffrent eux-mêmes. Il faut donc que nous allions manifester devant le ministère de la Santé, car c'est ce ministère qui est responsable, certainement aussi le ministère de la Justice et le ministère des Finances. Mais j'accuse d'abord, pour le moins, de légèreté, si ce n'est de complicité, les principaux ministres de la Santé, le mondain Kouchner et le charmant Douste-Blazy.
Pour cela donc, préparons-nous, nous allons développer notre comité, Serge, car tu es naturellement celui qui doit prendre la tête, j'en serai l'animateur de cette mobilisation. Nous pouvons compter d'ores et déjà, nous le savons sur le journal présent, bien entendu, qui est là avec Alain, mais il faut que tous les journaux, Rivarol, Mondévy, National Hebdo, se mobilisent, que toutes les associations, je lance un appel, nous donnent leur accord pour préparer la grande manifestation d'indignation nationale. Alors, une grande manifestation, ça se prépare, il faut de l'argent. Eh bien, je vais, pour une fois, ne pas demander d'argent. Clovis n'est pas riche, n'a pas encore fini de payer le film de Clovis jusqu'à nous, la France. Nos associations ne sont rien, elles n'ont pas le millionième des fonds de l'Arc. Alors, nous ne demandons, nous en avons décidé ainsi, avec Alain, avec Serge, aucun argent. Seulement, si les auditeurs le veulent bien, j'appelle les adhérents du comité de Clovis, de Chrétienté et Solidarité, à renouveler plutôt leurs adhésions. Ceux qui le veulent bien d'adhérer, nous avons besoin d'adhérents, car Clovis, Chrétienté et Solidarité vont donner un peu du faible argent que nous allons peut-être pouvoir récolter pour cette campagne. Quant aux autres, qu'ils nous envoient simplement des timbres. Je fais un simple appel, parce que nous ne voulons pas justement prélever pour cette campagne contre les voyous qui ont donc raquetté d'une manière crapuleuse, parce que l'Arc, c'est l'association des raquetteurs de raquettes crapuleux. Nous ne voulons pas nous demander un seul centime pour cette cause-là. Alors je demande qu'on nous envoie des timbres pour nous aider justement à mobiliser, à alerter, que toutes celles et tous ceux qui ce soir nous écoutent m'écrivent donc Clovis, 70 boulevard Saint-Germain, 75 005. Nous allons ensuite nous réunir, oui, Paris, on connaît le téléphone, 40 51 74 07. Nous allons nous réunir, nous allons tendre la main à toutes celles et tous ceux à l'intérieur des différentes associations du mouvement national, mais aussi associations civiques, pour préparer cette grande manifestation d'indignation. Voilà donc ce que je voulais dire essentiellement ce soir. Parce que c'est 100 fois plus grave que l'affaire Stavisky. Alors comment, c'est dans l'ordre de l'immondice morale, ça ne souffre même pas de comparaison. Dans un cas, il s'agit de l'escroquerie plastique, là il s'agit de bien pire. Donc Clovis se met en mouvement, centre de liaison d'organisation donc des victimes et des spoliés, pour exiger justice et vérité sur le détournement de l'Arc et surtout la dissolution de l'Arc. Il faut que l'Arc soit immédiatement dissoute. Ça s'appelle Tamkreis, c'est le groupe Trian. Très bon groupe. C'est remarquable. Ah oui, c'est très beau. C'est un disque Marzel phonogramme. C'est un disque compact, je crois que la référence est PG 899. Voilà, est-ce que tu permets, puisqu'on est dans la langue bretonne, ça n'a rien à voir, mais je reçois un message de mon ami François Guillaume dans une langue que je suis à peu près le seul à pouvoir comprendre ici. Je lui dirai simplement, et il comprendra, Zadom Spremni. Bon, ben voilà. Ça, merci d'être venu. Serge, une dame très gentiment m'écrit ceci: la lettre de l'Arc, publiée en mai 95, et la liste d'environ 300 bénéficiaires de ces subventions. Elle tient cette liste à ma disposition. Oui, je la remercie. Je souhaiterais évidemment avoir cette liste. Pourquoi? Parce que nous savons bien que c'était la limite de l'Arc. L'Arc répond, nous avons consacré 30% de notre budget. Bon, donc c'est sûr qu'ils ont donné un peu d'argent de temps en temps. Donc il fallait bien qu'ils donnent de l'argent. Mais toutes celles et tous ceux qui m'écoutent ici, dont ils savent très bien que 300 bénéficiaires, justement, c'est la preuve même de ce que l'Arc ne faisait pas son travail. Parce qu'en fait, un programme de recherche, c'est un programme qui met en œuvre donc à la fois la continuité et des moyens. Et on ne disperse pas la recherche dans 300 directions différentes. Il allait de soi que si l'Arc avait voulu faire son travail, il fallait aider donc un certain nombre d'équipes de chercheurs, des grands laboratoires probablement, ou de la recherche scientifique, mais pas en tout cas 300 bénéficiaires. En tout cas, j'attends cette liste avec plaisir, et si cette dame peut me l'envoyer au 70 boulevard Saint-Germain, j'en serai très heureux, et je pourrai comme cela donc commenter le travail de l'Arc. Voilà, je vais vous lire un texte quand même, parce que ça va être très bref, mais je voudrais quand même que vous compreniez bien que l'Europe, c'est pas la petite bière, ça sert à quelque chose. Alors, Bernard Anthony m'a apporté, oui,
J'avais un message là qui était un peu pressé. Il y a plusieurs auditeurs qui demandent si Alain Sanders et Bernard Anthony seront chez la mer agitée ce soir et s'il y a bien un dîner. Oui, il n'y aura que Bernard Anthony parce qu'Alain Sanders se lève très tôt. Alain Sanders sera présent demain matin. Voilà. Le marchand de sable passe. Je serai chez la mer agitée. Alors, je vous rappelle que si le vous numéro voulez. de téléphone. Oui, si je le retrouve, parce que c'est toujours la même chose. Mais une prochaine fois, si Serge me réinvite, j'y serai. Je ne sais pas, on verra. Enfin, on va réfléchir à ça. Donc, c'est 01 43 35 56 64. Ou comme on disait dans le temps, 01 43 35 56 64. Ou comme on disait dans le temps, ben non, comme on disait rien du tout dans le temps. 43 35, 56, 64. Et 01, 2 ans. Une condition, c'est que la mer agitée mette un tout petit peu de vin blanc au frais. D'accord. On lui passe le message. Je vous signale d'ailleurs une chose amusante à propos du 01 43 35 56 64, c'est que c'est bien ce numéro-là, et c'est pas celui qu'on a donné la dernière fois, ce qui a conduit un médecin à découvrir qu'il allait avoir la visite d'une vingtaine de personnes pour dîner. Il s'y attendait pas du tout, il était très ennuyé. Alors je signale s'il est à l'écoute, parce qu'il a dit finalement, quand il a reçu le 20e coup de téléphone, il a dit écoutez, ça a l'air sympathique, donnez-moi donc l'adresse de ce restaurant. Il est bien ce médecin. Il est bien. Alors, si par hasard il nous écoute, ou si quelqu'un qui connaît nous écoute, je lui signale que la mère invitée l'invite, pour se faire pardonner de ce dérangement. Voilà. Donc, je disais que j'allais vous lire un petit texte qui montre que, quand même, l'Europe, c'est pas rien, et que quand vous payez vos impôts pour l'Europe, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Bernard Anthony m'a apporté une revue, enfin, luxueuse, une revue très luxueuse. Comme celle de l'Europe, d'ailleurs. Des bons papiers, épais, la photo en couleur, etc., etc. Et alors, il y a une photo, de deux jeunes personnes africaines. Il faut faire très gaffe à ce qu'on dit maintenant, parce que si vous dites nègre, vous allez directement en prison sans passer par la Ils vont finir par mettre le président du Congo, qui d'ailleurs parle comme cela, dans une revue, vont finir par le mettre en prison pour racisme anti-noir. Et puis Léopold Sédar Senghor, il va se retrouver en tôle, le pauvre, à 90 ans, ça va lui faire drôle, mais enfin bon. Et donc, il y a deux personnes de sexe féminin et d'origine africaine. Et de souche bantou, je peux te dire. De souche bantou, voilà, c'est ça, lui. Ça n'existe pas, on te l'a dit, donc. Hein. Et alors là, avec une vache, enfin, est-ce qu'on a le droit de dire une vache? On ne sait pas, parce qu'en tout cas, le texte de la légende, on n'a pas encore le texte tout bon, on ne sait pas si on ne sait pas si on a le droit de dire vache, parce qu'il pour l'instant, on peut encore. Une vache, un cheval, c'est du racisme. Il faut dire un animal. Justement, Serge, je lis le texte, et tu apprendras comment il faut écrire désormais. Alors voilà maintenant. Donc il y a une photo de deux africaines avec une vache. Voilà. Hein, donc le texte, la légende, c'est sûr. Dans de nombreux pays ACP, les bovins font partie intégrante du cadre socio-économique à l'intérieur duquel opèrent les producteurs. Ce qui veut dire qu'en Afrique, il y a des vaches à la campagne. C'est ça que ça veut dire. Et ça se dit, les bovins font partie, dans de nombreux pays ACP. Alors les pays ACP, je viens d'apprendre par Afrique, Caraïbes, Pacifique. Voilà, c'est Afrique, Caraïbes, Pacifique. Alors, dans de nombreux pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, les bovins font partie intégrante du cadre socio-économique à l'intérieur duquel opèrent les producteurs. C'est très important ça. Ça veut dire, il y a des vaches à la campagne où il y a des paysans. Et des fois les dames les traient en question. Oui. Mais ça ils le disent pas parce que c'est plus long. Alors si les journalistes de présent écrivaient comme ça, naturellement le journal ferait 48 pages. Ça ferait quand même plus sérieux. Ça ferait plus et le livre journal 210. 210 balles. Et alors il y a une autre légende, il y a une photo où on voit des chèvres qui mangent des herbes, enfin des feuilles. Et la légende, c'est les petits éleveurs doivent être encouragés à utiliser les produits alimentaires locaux. Ah. Mais oui, parce que vous feriez manger des glaces, je sais pas, du pôle Nord à des chèvres africaines, ça coûterait cher. Les chèvres laponnes. Et la suite, c'est... Alors ici, on les nourrit avec quoi? Alors là, il y a aussi encore, par exemple, une feuille de bananier, qui est un encouragement. Élever des petits ruminants est idéal pour les petits paysans. Et on pourrait même en conclure qu'élever de gros ruminants est idéal pour les gros paysans. Alors, c'est-à-dire Domingue, il pouvait élever des grosses vaches, et tandis que comment s'appelait-il, ce très beau jeune homme qui tournait avec Jean Marais dans L'Éternel Retour. Alain Cuny? Non, le beau Pierral devrait élever des petits ruminants. Ce qui est tout de même important, c'est que quand on lit cette légende, il faut bien voir ce que cela signifie.
Les bovins font partie intégrante du cadre socio-économique, c'est-à-dire les bovins ne sont pas des exclus. Il faudrait quand même en prendre de la graine. Hein, comprenez, Oui. parce que chez nous, on a tendance à exclure les bovins. C'est vrai. Tandis que là, ils font partie intégrante du cadre socio-économique. C'est une promotion du À bovin. propos de bovins, je crois qu'on a, on a quelque chose qui concerne Jean-Louis Debré, non? Attends, j'ai beaucoup de choses. Je peux commencer par... on revient un peu sur ce qui a été dit. Alors bon, à propos de la relativité du crime, on peut dire également que la tolérance et la promotion de l'abominable crime de l'avortement rend ipso facto tous les autres crimes intolérables. Oui, mais moi je dis ça depuis des années. À partir du moment où on a le droit de tuer un enfant dans le ventre de sa mère, à quel moment on n'a plus le droit de le tuer? Alors ils nous disent 9 semaines. Oui, et à quelle heure? À propos des pédophiles, Guy Hockenheim, Hockenheim, je ne saurais jamais prononcer, chez Albin C'est pas Michel, grave, lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, signale page 132, dans la page 132, il y a un passage qui concerne un ministre de la Culture célèbre et de ses relations avec des petits garçons. On parle de plusieurs Moi, personnes. là-dessus, je C'est suis... C'est l'affaire chorale et tout ça. C'est l'affaire du Coral. Là, je suis là-dessus extrêmement prudent parce que je trouve que quand j'étais le directeur de l'hebdomadaire dont Alain Sanders disait le nom tout à l'heure. disait le nom tout à l'heure, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet et c'est une affaire de corneflux. On nous a essayé, on nous avait apporté un dossier qui était un dossier entièrement fabriqué dans les officines de basse police, qu'on a débusqué d'ailleurs sans difficulté. On a même retrouvé les auteurs de ce faux dossier et il s'agissait de faire publier par l'hebdomadaire en question le nom du ministre en question et de l'assommer. Et de le présenter comme un redoutable criminel. Moi, j'ai pas de preuve de ça et par conséquent, Donc, je nous trouve n'en que ça parlons c'est pour. Mais alors, il y a un jour ou deux à la télé, nous avons entendu Jacques Lang dire qu'il s'apprêtait à recevoir à Toulon Maître Marécalter avec tous les honneurs dû à un grand écrivain. Mais c'est très bien. Mais pourquoi pas Pourquoi il est maire de Toulon, Jacques Lang? Non, mais il va quand même aller à Toulon. Eh ben, alors, voyez, donc. Et puis alors, donc, Écoutez, pour les imaginez- livres à Toulon, voilà ce que ça prouve. Je voudrais dire une chose quand même. Imaginez une seule seconde. Parce que Lang, qu'est-ce que c'est? C'est un politicien aujourd'hui, c'est un homme politique. Bon. Imaginez que Jean-Marie Le Pen dise j'ai décidé d'aller à la fête du livre de Blois. Voilà, d'aller à la fête du livre de Blois et de recevoir Jean Madiran. Mais vous imaginez les hurlements que pousserait toute la gauche et tout, mais de quel droit Blois Le Pen va-t-il à Blois et tout. Alors Lang va à Toulon et apparemment l'effroyable fasciste qu'est Jean-Marie Le Chevalier s'en est pas ému. Oui, mais- Il n'a pas interdit Toujours. Toulon. Tout cela d'ailleurs ne fait que renforcer Jean-Marie Le Chevalier, le Front National. Il faut bien voir qu'ils sont grotesques. Ils se votent dans le ridicule. Ils Se sont votent pas dans mal. le ridicule. Toujours à Toulon, ce matin, Philippe Alexandre s'en est pris au préfet du Var, lui. Parce qu'il Oui, a mais abondé dans le sens du maire de Toulon. Il y a pour pas le exactement, Stamer, oui. Il y a une et le campagne. prix Marécal. C'est-à-dire qu'on lui a coupé son adjoint. Et alors, à propos du Front National, cet après-midi à l'Assemblée nationale, il y a eu une attaque en règle contre la manifestation du Front, dont le service d'ordre aurait molesté les contre-manifestants. Alors, à ce propos-là, il y a un communiqué de Bruno Gollnisch qui dit... Attendez, c'est bien précise. à l'Assemblée nationale, c'était bien Cet ça. C'est après-midi- pas l'affaire de Montceau-les-Mines. Je ne sais pas, ils ont Bon. parlé, c'était D'accord. peut-être une autre affaire, ça, j'ai pas de précision dans le message. Mais alors là, on nous donne, Monsieur Jean-Louis Debré vient de faire savoir qu'il a donné ordre au parquet, dont on croyait Elle donne des ordres au parquet, Debré. Le ministre de l'Intérieur donne des ordres au parquet. jusqu'à présent qu'il Oui, en demandait à progrès, M. dans ce- Tougon de poursuivre Bruno Gollnisch, coupable d'avoir, avec des centaines d'anciens combattants, membres du Front National, déposé sans autorisation une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, lieu symbolique le 21 octobre. Ah, les gens foutent. Alors, C'est pas possible. Bruno Gollnisch pose quelques questions, en particulier les agressions contre les réunions du Front National n'ont, elles, rien de symbolique, comme ce samedi à Montceau-les-Mines. Voilà. Que fait le ministre de Où l'Intérieur un militant du Front est resté dans le coma, il a failli mourir d'une balle, d'une pierre dans la tempe. Il est resté dans le coma plusieurs heures. Il a fallu l'intervention des CRS en dernière minute pour permettre aux pompiers de dégager ce malheureux. Et c'est là que le commissaire de police a dit qu'il C'est là avait que le reçu l'ordre commissaire- de ne Le pas ministre de protéger. l'Intérieur a donné ordre à la police de laisser faire. Oui. Pourquoi demande M. Bruno Gollnisch a eu au téléphone le commissaire de police qui lui a dit écoutez, je suis obligé de m'excuser, mais j'ai ordre de ne pas intervenir. Texto. Vous avez le texte présent de cet après-midi Oui. à Paris et demain matin dans les. Je ne crois pas dans que la M. France. Debré donne des ordres au parquet pour poursuivre les manifestants
qui s'apprêtait à lyncher le docteur Dor, et d'ailleurs votre serviteur, lors de la manifestation de prière organisée par SOS Tout Petit à Toulouse, où il y avait autour du docteur Dor, que j'ai rejoint, car c'était mon rôle d'élu local, quelques jeunes filles, quelques braves dames, les gens qui croyaient pouvoir la rejoindre étaient bloqués par la foule, donc des manifestants. C'était un conglomérat de ligues communistes, de scalps, de satanistes, de radicaux, de francs-maçons, de MLF, enfin, selon le commissaire de police, d'ailleurs, de Toulouse, il y avait là à peu près 400 tueurs contre le docteur Dor, la quinzaine de vieilles dames et de jeunes filles qui étaient avec lui. Monsieur Debré semble être totalement indifférent entre ce genre d'appel au meurtre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Debré avait été sommé par 2 syndicats de police de gauche de poursuivre des gens qui étaient venus honorer le soldat inconnu. Voilà. Alors, tout n'est pas bon dans la police, hein, Serge, c'est toi qui dis ça des fois. Et une adhérente de Chrétienté Solidarité et de Radio Courtoisie demande: la loi Toubon permettrait-elle à la Griffe de gagner ses procès pour la défense des nationaux? Oui, alors écoutez, il y a un temps pour tout. D'abord, faire échec à la loi Toubon. Et le combat n'est pas terminé, loin de là, et nous pouvons faire échec à cette loi. Il n'y a que, le bâton, la menace du bâton qui peut faire reculer cette loi. Alors je rappelle ici que tous les députés de la majorité qui voteraient cette loi inique, cette loi scélérate, cette loi que condamne notamment l'Académie des sciences morales et politiques, tous les députés de la majorité seront battus, parce que nous préférons finalement des ennemis à des gens qui dans le privé nous disent souvent avoir nos idées et qui agissent donc comme des traîtres. Pour le reste, je suis très heureux, je fais le commentaire que M. Lang se lance ainsi dans un sport qui est l'haltérophilie. Je suis très content de voir se former comme ça ce club d'haltérophiles. Voilà, nouveau club obligatoire. La Marek haltérophilie. Voilà. Il y a un auditeur qui n'est pas content du tout, il nous dit: vous passez les disques du groupe Trian. Trian Annaoned signifie les 3 gens de Nantes, que M. Sanders cite donc le nom en entier. Hein, voilà, oui, mais moi je faisais exciter. Oui, c'est vrai. On n'y revient pas. Parce que je les connais bien, je les appelle Trian, moi aujourd'hui. Comment vas-tu, Trian? Alors, il nous reste 2 minutes. Encore quelque chose, Victoria? Non, il nous reste 4 minutes pour répondre à une question et puis qui est posée par un auditeur. Ah oui, mais attends, après on va faire les annonces. Qui est posée par un auditeur. Il s'adresse à Bernard Anthony. Il dit: je suis noir originaire de la Guadeloupe. Oui. Me considérez-vous comme de bonne race française? Bonne question, ça. D'excellente race française. Française. Eh bien, je réponds avec un grand plaisir, parce que cet auditeur, j'apprends à cet auditeur que j'ai même fondé jadis un club Alexandre Dumas. Parce que je tiens Alexandre Dumas comme un de nos plus grands écrivains, en tout cas c'est celui que je chéris le plus. Les 3 Mousquetaires, c'est le sommet de ma bibliothèque, et je relis tous les 5 ans les 3 Mousquetaires, 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne, etc. Et Alexandre Dumas n'a pas eu besoin de faire SOS Racisme. Il est un grand illustrateur de la race française. Et je dis à cet auditeur de la Guadeloupe que je suppose noir, comme mon ami Durbeck, conseiller régional de PACA, qui est de même origine que lui et du plus beau noir, que je les tiens pour de race française. Car la race, ça n'est pas une couleur de peau. La race, c'est une attitude. C'est une attitude qu'a incarné admirablement Alexandre Dumas. Et donc, de même que les tirailleurs sénégalais admirables, dont j'ai rencontré les petits-enfants à Dakar, étaient de la pure race française pour moi. Parce qu'il s'agit bien de cela, la continuité, une culture, une civilisation, que sais-je. Eh bien, je dis à cet auditeur, je dis à cet auditeur qu'il pourrait très bien faire, s'il le veut, partie de Chrétienté Solidarité, du Front National, et il pourrait d'ailleurs rencontrer José qui vit d'une manière tutélaire, avec lequel vit Jean-Marie Le Pen depuis 20 ans, parce que là il y a le fidèle couple d'amis qui vivent dans la même maison que Jean-Marie. Alors pour les imbéciles qui croiraient que notre défense de la race est une défense raciste de je ne sais trop quel racisme biologique, eh bien nous disons, notre maître, en l'occurrence c'est Alexandre Dumas. Et moi je rappellerai ma devise qui est un drapeau 3 couleurs, et je m'y tiens. Voilà, cette question a été posée comme notre auditeur le désirait, et elle a reçu une réponse.
Un auditeur nous informe que l'ARC subventionnait les travaux du professeur Paulieu, qui est un inventeur de la pilule abortive. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je souhaite vraiment qu'on me donne cette liste de travaux et nous commenterons. Quoi d'autre, Victoria? On nous demande aussi de parler de la manifestation des retraités du front qui ont été matraqués, je crois. Ils ont été attaqués par de grands jeunes genres sanguins, qui sont des nervis du service d'ordre habituel de la CGT, qui se sont jetés sur des personnes âgées, qui les ont tabassées, là encore sous les yeux d'une police étonnamment discrète, et plusieurs d'entre eux ont été hospitalisés, et je crois que tous ne sont pas encore sortis de l'hôpital. Voilà. C'est comme ça, dans cette belle France. Et puis, une réponse à la question que je posais tout à l'heure, le nom de l'auteur, le titre du livre de Thierry Volton, dans lequel sont révélées les méthodes du KGB pour recruter, c'est le mot, des agents, ce titre, c'est Le Grand Recrutement de Thierry Volton, publié chez Grasset en 1993. C'est notre ami Marc Vidal de la librairie des Oies Sauvages qui nous apporte cette information. J'en profite pour dire que la librairie des Oies Sauvages, vous pouvez obtenir leur catalogue en écrivant à la boîte postale 16 77 343 Ponto Combo CEDEX. Et puis un auditeur nous signale que on a déconseillé à M. Chirac de rencontrer le Dalai Lama. Il y a eu des on ne lui a pas déconseillé. On lui a interdit. Les Chinois lui ont dit, si vous le recevez, les contrats, notamment Airbus. Maintenant, on va voir. On va voir ce qu'il va le recevoir. Et je renvoie encore les lecteurs, pardon de le faire, à un article présent cet après-midi sur le sujet. Voilà, notre RNI est terminé, mais dans 2 minutes, nous prenons la parole pour respecter la tradition d'Anschluss sur la moitié d'émission de Daniel Amiche, et nous ferons simplement les annonces. À tout de suite.